Nous voilà de retour pour ce quatrième et dernier épisode des Morts Insolites. On a parcouru ensemble l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne à la recherche des morts les plus étranges, mais surtout les plus drôles de l'histoire. Aujourd'hui, on continue notre aventure, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'ère contemporaine. Alors, laquelle de ces 8 morts sera la plus insolite ? Pour cet épisode, on commence fort. Je te présente Sophie Blanchard, épouse du pionnier de la montgolfière Jean-Pierre Blanchard. Elle est la première femme à travailler en tant que montgolfière professionnelle. Attention, elle n'est ni la première femme aéronaute, ni la première femme à monter dans un ballon sans attache. Mais Madame Blanchard est quand même la première femme à piloter son propre ballon et la première à adopter la montgolfière comme carrière. Comment ça comme carrière ? Eh bien, Madame Blanchard se fait rapidement connaître dans toute l'Europe pour ses spectacles et exploits en montgolfière, divertissant au passage toute l'aristocratie de toutes les cours. Sa célébrité est telle qu'en 1804, elle est nommée par Napoléon Bonaparte aéronaute des festivals officiels, puis par Louis XVIII en 1814 aéronaute officielle de la Restauration. Mais attention, la montgolfière n'est pas une entreprise sans risque. Madame Blanchard subit des températures glaciales, perd connaissance à plusieurs reprises et est à deux doigts de se noyer lorsque son ballon s'écrase dans un marais. Elle perd même son mari qui meurt d'une crise cardiaque lorsqu'il chute avec un ballon en 1809. Mais cela ne décourage pas Madame Blanchard, qui continue ses ascensions et se spécialise dans les vols de nuit. Le 6 juillet 1819, lors d'un événement grandiose dans les jardins de Tivoli, Madame Blanchard s'envole pour son dernier show. Lors de ce spectacle, elle prévoit d'impressionner la foule en tirant des feux d'artifice depuis sa montgolfière. Et tu l'as peut-être deviné, son ballon rempli d'hydrogène prend feu. Madame Blanchard n'arrivant pas à contrôler la chute de sa montgolfière s'emmêle dans les cordes du ballon, qui heurte le toit d'une maison, propulsant son passager vers l'avant et l'envoyant s'écraser sur le sol. Clément Vallandigham est un journaliste, avocat, mais surtout homme politique et agitateur nord-américain. Il se fait connaître en s'opposant à la guerre civile américaine et en luttant contre le gouvernement d'Abraham Lincoln. Bon, une fois la fin du conflit, il est reconnu comme étant coupable par une cour martiale de l'armée pour s'être opposé à la guerre, et doit donc abandonner toute carrière politique. Vallandigham s'installe alors dans l'Ohio et se concentre sur sa profession d'avocat. Il se fait rapidement un nom dans le milieu et se débrouille plutôt pas mal, du moins jusqu'au 17 juin 1871, jour auquel il défendra son dernier client, Thomas McGeehan, accusé d'avoir tué un homme lors d'une bagarre dans un bar. And if I don't. Un procès plutôt banal pour Vallandigham, qui pense déjà avoir la solution. Devant la cour, il tente de prouver que la victime s'était en fait accidentellement tiré une balle en sortant son pistolet d'une poche. Pour cela, Vallandigham choisit un pistolet qu'il croit déchargé, le met dans sa poche et décrit les événements tels qu'ils auraient pu se produire. À la fin de son discours, il sort le pistolet et le fait décharger volontairement dans son abdomen. Le problème, c'est que le pistolet n'est pas vide. En cherchant à prouver sa théorie, Clément Vallandigham s'est accidentellement suicidé devant l'audience. Bon, voyons le bon côté des choses, il a bien prouvé son point de vue, et l'accusé fut acquitté et remis en liberté. Seulement pour être abattu 4 ans plus tard dans une autre bagarre. Décidément. Celui-là, je suis sûr que t'en as déjà entendu parler. Franz Reichelt est un tailleur, inventeur et pionnier du parachutisme. À partir de juillet 1910, il commence à développer une combinaison de parachute. Un costume qui n'était pas beaucoup plus volumineux que celui normalement porté par un aviateur, mais qui en se dépliant devait être un parachute pratique et efficace. Ou du moins, c'est ce qu'espérait Franz. Petite parenthèse, les premiers succès en parachutisme, comme ceux de Louis-Sébastien Lenormand ou encore Jean-Pierre Blanchard, avaient utilisé avec succès des parachutes à voilure fixe, c'est-à-dire ouverts avant le début du saut. André-Jacques Garnerin avait quant à lui inventé un parachute sans cadre, adapté à une utilisation à haute altitude. Mais en 1910, à l'époque de notre Franz Reichelt, il n'y avait toujours pas de parachute adapté pour un saut depuis un avion ou à basse altitude. Voilà ce qui explique sa motivation. Franz devient obsédé par le développement d'un costume pour les aviateurs qui se transformera en parachute et leur permettrait de survivre à une chute s'ils étaient obligés de quitter leur avion. Ses premières expériences menées avec des mannequins qu'il fait tomber du 5e étage de son immeuble ne sont pas tous couronnés de succès. Il aimerait alors tester son invention depuis une plateforme plus élevée. Mais comment trouver un endroit assez élevé en plein cœur de Paris ? Évidemment, la Tour Eiffel. Oui, tu l'as bien entendu. Après un combat acharné, en 1912, il obtient enfin l'autorisation de la préfecture de police parisienne pour procéder à un essai depuis la Tour Eiffel. Le problème, c'est qu'une fois arrivé devant la tour, Franz annonce à la presse qu'il compte prouver l'efficacité de son invention en sautant lui-même de la tour. Malgré les tentatives de le dissuader, ou du moins de lui demander de prendre des précautions supplémentaires comme l'utilisation d'une corde de sécurité, il répond tout simplement qu'il a l'intention de confier entièrement sa vie à son parachute. Le voilà portant son invention et prêt à sauter depuis la première plateforme de la Tour Eiffel. À ton avis,
Va-t-il réussir? Non. Le parachute ne se déplia pas et Franz Reichelt tomba de 57 mètres jusqu'à sa mort. Les spectateurs admirèrent le trou qu'il créa d'une profondeur de plus de 15 cm. Grigori Rasputin. Il y a tant de choses à dire sur ce personnage qu'on ne va pas trop développer sur sa vie. Bon, pour ceux qui le connaissent un peu moins, c'était un pèlerin mystique et guérisseur russe qui se lia d'amitié avec la famille de l'empereur Nicolas II et qui acquit une forte influence au sein de la cour impériale russe. Il a, par exemple, en 1906, agi comme guérisseur pour le fils unique du tsar Nicolas II. Puis en 1915, lorsque Nicolas II quitte Saint-Pétersbourg pour superviser les armées russes combattant la Première Guerre mondiale, Rasputin en profite pour augmenter son influence auprès de son épouse Alexandra. Mais Rasputin est une figure de division à la cour. Il est considéré par certains Russes comme un mystique, un visionnaire et un prophète, et par d'autres comme un simple charlatan religieux. De plus en plus impopulaire, on tente à de nombreuses reprises de l'assassiner, mais sans succès. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, un groupe de nobles dirigé par le prince Félix Yusupov concocte un nouveau plan pour le tuer. Invitant Rasputin à son domicile, Félix Yusupov tente de l'empoisonner par le biais de thé et de gâteaux. Voyant que cela ne faisait étrangement aucun effet à Rasputin, il décide de prendre un revolver et de lui tirer une balle dans la poitrine. Mais cela ne suffit toujours pas à le tuer. Rasputin se relève et saute sur les conspirateurs pour être finalement abattu par un tir à bout portant à la tête. Les assassins enveloppent alors le corps de la victime dans un drap et s'en débarrassent en le jetant au fond d'une rivière. Mais tiens-toi bien, une fois le corps de Rasputin retrouvé sous la glace du fleuve, on annonce que ses poumons sont remplis d'eau. Et cela voudrait dire qu'il était encore vivant lorsqu'on le jeta à l'eau. Mais attention tout de même, les récits de sa vie et de son influence sont souvent basés sur des rumeurs. Et selon certains historiens comme Douglas Smith ou encore Joseph Fuhrman, les rapports étaient inexacts selon lesquels Rasputin avait été jeté à l'eau vivant. Selon eux, il serait bien mort par un tir à bout portant au front. Au-delà de ça, peu de choses sont certaines sur les circonstances de sa mort. Faisant naître d'ailleurs de nombreuses spéculations. En tout cas, après l'abdication du tsar en mars 1917, on exhume le corps de Rasputin, on le brûle et on disperse ses cendres, afin d'empêcher que son lieu de sépulture ne devienne un point de ralliement pour les partisans de l'Ancien Régime. Georges Édouard Stanhope Molineux Herbert, 5e comte de Carnarvon. Si ça te va, on l'appellera tout simplement Herbert ou Lord Carnarvon. Est un égyptologue amateur très enthousiaste qui finance de nombreuses recherches en Égypte. Bon, là on parle archéologie et mort mystérieuse, comment ne pas inviter la très chère Bonne-Leus Archéologie? Merci pour ton invitation, j'adore ta série de vidéos. Alors en 1920, Lord Carnarvon débloque des fonds pour entreprendre des fouilles dans la vallée des rois et il choisit Howard Carter pour diriger ses travaux. Ce n'est qu'après de nombreuses années de recherche qu'il découvre enfin le magnifique tombeau de Toutankhamon, probablement l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Mais étrangement, quelques semaines après la découverte de la tombe du pharaon, Lord Carnarvon décède suite à l'infection d'une piqûre de moustique. Et au moment de sa mort, une coupure de courant survient et affecte toute une ville. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors comment expliquer sa mort étrange? Certains déclarent qu'une phrase était inscrite sur la porte d'entrée du tombeau. La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le pharaon. De quoi donner des frissons, non? Bah non en fait. Parce que cette inscription n'a en réalité jamais existé et a été montée de toutes pièces par les journalistes. Et pour encourager les spéculations, les journalistes sont plutôt forts. Ils vont faire naître la fameuse malédiction de Toutankhamon, qui s'ancrera ensuite progressivement dans la culture populaire, surtout alimentée par l'œuvre de l'auteur Arthur Conan Doyle. Mais Jen, quelques années plus tard, on ne détiendrait pas une autre réponse à la mort de Lord Carnarvon? Si, tout à fait. On découvre qu'avec Carter, ils ont effectué à plusieurs reprises des visites non autorisées à l'intérieur du tombeau. Et ce, avant l'ouverture officielle par le département des antiquités égyptiennes. On découvre aussi qu'à l'intérieur du tombeau se trouvaient des champignons microscopiques capables de produire des toxines. À son ouverture, Lord Carnarvon aurait été exposé à ces mycotoxines, ce qui aurait pu provoquer son décès. Mais attends, Carter, lui, n'a pas été touché dans les mois qui ont suivi l'ouverture du tombeau. Il vécut même jusqu'en 1939, plutôt mystérieux. Oui, en fait, on a découvert un petit peu plus tard que le décès de Carnarvon serait en réalité lié à une infection streptococcique de la peau et des tissus mous sous-jacents. Peut-être bien, mais la légende est lancée, et on adapte déjà de nombreux films et romans retraçant la malédiction de Toutankhamon. Frank Hayes est un entraîneur de chevaux de 35 ans qui a un rêve, celui d'être jockey. Mais il ne peut pas dû à son poids. Pas qu'il soit particulièrement lourd, disons juste trop lourd pour un jockey.
Mais après de longs mois et des efforts extrêmes pour répondre aux exigences de poids, le 4 juin 1923, il réalise son rêve lorsqu'il obtient enfin la permission de participer aux courses de Belmont. Son cheval, un outsider appelé Sweet Kiss, n'a lui non plus jamais participé à une course. Il faut dire que tous les paris étaient contre nos deux concurrents. Mais détrompe-toi, Frank Hayes et Sweet Kiss réalisent l'impensable et parviennent à gagner la course devant les yeux ébahis des spectateurs. C'est incroyable, qui l'eût cru? Mais il y a un problème. Lorsque les officiels de la course viennent le féliciter, ils découvrent que Frank est mort. Apparemment, quelque part au milieu de la course, il aurait subi une crise cardiaque, provoquée par ses efforts extrêmes pour répondre aux exigences de poids. Sweet Kiss aurait franchi la ligne d'arrivée, gagnant la course avec le corps de son jockey resté miraculeusement en selle. Donc, techniquement, Frank était toujours sur son cheval, ce qui voudrait dire qu'il a gagné la course. Ce qui en fait d'ailleurs le premier jockey connu pour avoir remporté une course après la mort. Le cheval, bien qu'établi comme vainqueur, sera surnommé Sweet Kiss of Death et ne connaîtra plus jamais les courses car aucun autre jockey ne trouvera le courage de le chevaucher. Ce monsieur, c'est Bobby Leach. Il est sans aucun doute un homme plein d'énergie et d'idées folles. Amateur de sensations fortes, tout au long de sa vie, Leach a fait de nombreuses cascades dangereuses. Mais il est surtout connu pour avoir été la deuxième personne à descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. La première était en fait Annie Taylor en 1901, une institutrice américaine qui voulait tout simplement fêter ses 63 ans. Elle en est sortie couverte de sang, mais quand même vivante. Elle déclara que personne ne devrait plus jamais recommencer. Des paroles que Leach semble avoir ignorées. Bobby Leach passait son temps à se vanter que tout ce qu'Annie pouvait faire, il pouvait faire mieux. Et dans l'après-midi du 25 juillet 1911, il décide de prouver ses paroles. Il grimpe dans un baril en acier et se lance vers les chutes du Niagara. Et tu peux deviner la suite de l'histoire, il a survécu à la chute. Bon, il se casse quand même la mâchoire et les deux rotules et doit passer plus de 6 mois à l'hôpital, mais il est vivant. Après avoir récupéré, il fait le tour du monde avec son tonneau et ne rate pas une occasion pour raconter son histoire, en se vantant comme étant la deuxième personne à avoir descendu les chutes du Niagara en tonneau. Mais en 1926, lors d'une tournée publicitaire en Nouvelle-Zélande, Leach glisse sur une peau d'orange et se fracture la jambe. Sa jambe s'infecte, l'infection se transforme en gangrène et la jambe est finalement amputée. Leach ne réussira pas à se rétablir de l'amputation et mourra 2 mois plus tard. Bon, chaque mort est une tragédie, mais qui l'eût cru qu'un homme pareil serait mort d'une cause aussi banale? C'est plutôt ironique. Bobby Leach restera tout de même dans les mémoires, et jusqu'à ce jour, la plupart de ceux qui ont essayé d'égaliser ses exploits sont morts dans la tentative. Dernière petite info, on estime que plus de 5000 personnes sont mortes en descendant les chutes du Niagara. Isadora Duncan est une danseuse américaine qui se produit avec grand succès dans toute l'Europe. Ce succès est dû à sa technique de danse innovante, mettant l'accent sur le mouvement naturel en contraste avec la rigidité du ballet traditionnel. Elle développe un style de mouvement libre et naturel inspiré des arts grecs classiques, des danses folkloriques, de la nature et des forces naturelles. Cette approche novatrice de la danse s'inspire notamment des vases et des bas-reliefs grecs de la British Museum à Londres, ou encore du Louvre et de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Duncan n'aimait pas les aspects commerciaux de la performance publique, tels que les tournées et les contrats, car elle sentait qu'il a distrait de sa véritable mission, à savoir la création de la beauté et l'éducation des jeunes. Pour réaliser sa mission, elle ouvre des écoles à Paris, Berlin, New York ou encore à Moscou et enseigne aux jeunes femmes sa philosophie de la danse. Du moins jusqu'à sa mort tragique dans la nuit du 14 septembre 1927 à Nice. Salut Bryce, ça farte? Salut Bryce, ça farte. Duncan était passagère d'une automobile lorsque sa longue écharpe drapée autour de son cou s'est emmêlée autour des roues et de l'essieu de la voiture. Le resserrement soudain de l'écharpe lui brise le cou et la décapite partiellement. Elle est projetée de manière très violente depuis l'automobile ouverte et s'écrase contre le sol. Finissons sur cette petite anecdote. En médecine, le syndrome d'Isadora Duncan fait référence à des blessures ou à la mort due à l'enchevêtrement d'une écharpe dans une roue ou autre machine. Nous voilà tristement à la fin de cette série des morts insolites. Honnêtement, je m'attendais pas à vous voir si nombreux à suivre ces vidéos. J'espère en tout cas que vous aurez comme moi eu un malin plaisir à découvrir toutes ces morts tragiques et avouons-le, plutôt drôles. Je tiens bien évidemment à remercier Jen de la chaîne Boneless Archéologie pour sa participation à cette vidéo. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et ceci marque peut-être la fin de la série, mais on va ensemble dans de prochaines vidéos continuer à découvrir d'autres petites pépites et anecdotes insolites de l'histoire. Alors qu'en dites-vous? Si vous êtes de la partie, abonnez-vous et dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, en attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires.